Nous sommes en ce moment avec le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, monsieur Harry Durimel. Bonjour monsieur Durimel. Bonjour monsieur Luce, bonjour à la Guadeloupe. Alors cette semaine, effectivement, il y a un avis de la Cour des comptes qui est tombé, à savoir le redressement des comptes de la ville de Pointe-à-Pitre. On va faire une petite genèse, comme j'aime bien faire, pour les téléspectateurs, pour qu'ils comprennent un peu d'où on est parti et où nous sommes arrivés. Donc, à quel moment prenez-vous la mairie? Comment ça se passe quand vous y arrivez? Eh bien, nous sommes arrivés à la mairie en pleine crise Covid, élu donc en juin 2020 et intronisé comme maire le 4 juillet 2020. Nous arrivons dans une ville qui est à l'arrêt. Nous trouvons un personnel désenchanté, déprimé, qui travaille dans des conditions très difficiles puisque la climatisation ne marchait pas et le prestataire refusait d'intervenir compte tenu des dettes de la ville envers lui. Un vrai marasme au niveau de notre armée, parce que une municipalité, son armée, c'est le personnel. Un maire peut être volontaire, tout ce qu'il veut, mais si le personnel est mécontent, insatisfait et dépité, on ne va nulle part. Donc, le premier chantier a été de remettre nos agents debout, leur redonner leurs droits. Il y en a eu pour 2 700 000 € de dette envers le personnel, une dette qui était déjà répertoriée dans nos comptes. Donc on s'est attaché à régulariser les carrières. Des gens qui étaient scotchés là où ils étaient depuis des années ont vu leur situation s'améliorer. Donc une situation de marasme au niveau des ressources humaines, une situation financière des plus dégradées, avec 24 millions d'euros de dettes impayés parce que on faisait les mandats mais le comptable public ne pouvait pas les payer. On devait sur un fameux marché d'éclairage public, on appelle ça un PPP, partenariat public-privé, passer pour 36 millions d'euros pour faire de Pointe-à-Pitre une ville lumière, en fait une ville dans les ténèbres, parce qu'on trouve tout l'éclairage public éteint, car le prestataire on lui doit 12 millions d'euros. Donc il a fallu payer tout ça, payer les dettes, régulariser la situation du personnel, remettre la clim dans la collectivité, commencer à boucher les trous avec ce qu'on avait. Malheureusement, nous avons dû nous contenter, pendant une bonne partie de la mandature, de boucher des trous. Boucher des trous. Penser les plaies du passé. Là où l'argent est arrivé, c'était payé, ça nous a doué, ça l'ancienne municipalité engagée, et que c'est nous qui a payé. C'est vrai qu'on a mis moins de temps à résorber le déficit que mon prédécesseur a mis à le creuser, puisqu'il lui a suffi 12 années pour mettre 80 millions de déficit. Je peux comprendre qu'il s'interroge comment il a fait pour le résorber. Mais on a arrêté le gaspillage. On a arrêté les dépenses d'intérêt général. C'était 12 millions d'euros par an. Maintenant, c'est 6 millions d'euros. Oui, mais quand il y avait ce gaspillage, certains se disent que vous étiez aussi élu à ces moments-là. Donc, que faisiez-vous quand le déficit de la ville se creusait? Très bien. Eh bien, j'étais là et je contestais. J'ai revu ce matin ma lettre de 2017. J'ai revu ma déclaration au conseil municipal de mars 2019. J'ai vu les cris que j'ai poussés. En juillet 2019, las de ne pas être entendu, j'ai déposé une plainte contre l'ex-maire parce qu'il a dépensé 1 200 000 € pour donner des travaux à des gens sans mise en concurrence, en violation du code de la commande publique. Je ne suis jamais resté un élu d'opposition taisant. Un élu d'opposition, il m'arrivait de lui donner des conseils. Il est arrivé que le maire me remercie en conseil municipal suite à des mises en garde pour sa propre sécurité juridique et judiciaire. Donc, oui, ce que je dis aujourd'hui comme une situation des plus dégradées, je l'ai déploré naguère. Et depuis qu'on est là, on est sommé de réparer ces plaies, de corriger ces errements. Et c'est ce qu'on fait. Alors effectivement, donc Jacques Bangou, à un moment donné, au vu de sa gestion, était un peu dans le collimateur de la préfecture. Il a décidé effectivement de démissionner à un moment donné. À ce moment-là, on se rend compte que Pointe-à-Pitre fait face donc à une dette de près de 80 millions. Donc je crois que c'est réparti quand même en 40 millions de dettes effectives et 40 millions de prêts. Alors il y a un endettement de plus de 43 millions d'euros d'endettement bancaire. Mais il y a aussi une opération de rénovation urbaine qui avait été entreprise par son père,
et sur laquelle il demeurait des impayés envers la SIG, à qui on devait plus de 4 millions d'euros, on devait plus de 2 500 000 euros à SICOA, la ville de Pointe-à-Pitre avait pris un engagement de renflouer les caisses de la SAHLM devenue SICOA, et qu'elle n'a jamais tenu. C'est nous qui avons payé. Lorsqu'on a décidé de démolir les lauriers, eh bien, moi, je me suis opposé parce que j'ai dit à SICOA, vous ne pouvez pas démolir un bâtiment que vous avez construit par un bail à construction, en vertu duquel je deviens propriétaire dans une dizaine d'années. Donc, c'est un bâtiment dont je suis propriétaire à 90%. Si vous le démolissez, il faut me donner de l'argent. Et on a négocié pendant 6 mois pour que SICOA finisse par céder et éponge la dette qu'on avait envers elle par la compensation avec notre créance qui résulterait de la démolition de bâtiments dont on était partiellement propriétaire. Donc, voilà encore une occasion où mon expertise d'avocat a permis à la ville de gagner 2 millions d'euros contre SICOA. Et donc, moi, quand j'entends dire qu'il n'y avait pas de déficit et que c'est de la magie et qu'on devrait nous appeler à résorber le déficit de la France, je me dis que c'est vrai que dans notre pays, nous n'aimons pas notre talent. Nous n'aimons pas. Là, Guadeloupe est fort. Il faut être fort en France pour nous reconnaître qu'il est fort en Guadeloupe. C'est vrai qu'on a eu plusieurs réactions. Donc, c'est un peu mitigé. On a quand même un retour au vert de la commune en 5 ans. 5 ans de mandature. De 80 millions à un excédent de plus de 4 millions sur le budget primitif. Je crois que sur le budget de fonctionnement, ça a été soulevé qu'il y a quand même encore un petit déficit. Non, mais un budget, c'est un acte unique. Lorsque vous faites un budget, vous devez transférer sur ce budget les résultats de l'exercice antérieur. Si la section de fonctionnement est en déficit en 2023, nécessairement, nous devons transférer en 2024 ce déficit pour tenter de l'éponger en 2024. Mais si nous n'y arrivons pas en 2024, il est reporté en 2025. Donc, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie, c'est de la comptabilité. Ils disent que ce n'est qu'un jeu d'écriture. La comptabilité est un jeu d'écriture. C'est des positifs, négatifs, c'est débit, crédit. Donc, c'est toujours un jeu d'écriture. Nous disons que pour résorber ce déficit, on n'a pas fait de magie, on a payé nos dettes, on a vendu des billets pour 30 millions d'euros. Ça, c'est un point aussi qui a été souligné. J'aimerais bien qu'on s'arrête dessus et que les Pointois et que les Guadeloupéens sachent, puisqu'on dit qu'on a vendu un peu... les bijoux de famille. Voilà, les bijoux de famille, les joyaux de la couronne même. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée du patrimoine qui a été cédé et qu'est-ce que ça a rapporté à la commune, concrètement? Très bien. Alors, on a cédé Mortenol, bijoux de famille. On a cédé Louisie Mathieu, bijoux de famille. On a cédé Bergevin, bijoux de famille, des bijoux très rouillés, dirons-nous. Puisque j'ai été l'avocat des résidents de Louisie Mathieu et on a obtenu la désignation d'un expert puisqu'on a fait qualifier la ville de marchand de sommeil. Nous louions des appartements à des gens qui payaient 40 € de loyer sans water. D'accord? Nous louions des appartements à Mortenol pour des gens qui voyaient sointer sur le mur du caca qui venait des tuyaux complètement pourris. Nous louons des appartements en face du hall Paul Chanchon à Bergevin pour des gens où il n'y a plus de porte à l'intérieur. Donc, quand on dit que c'est des bijoux de famille, j'aurais bien aimé que ces gens aient habité dans ces résidences. Là, ils ne parleraient pas de bijoux. Nous avons vendu parce que nous en avions assez de voir nos concitoyens vivre dans de quelles conditions. Donc, c'est une opération d'abord d'amélioration du cadre de vie, mais une opération qui va rapporter, car la ville ne peut pas obtenir les prêts que peut obtenir la SIG ou la SICOA. Donc c'est pour ça qu'on a vendu à des bailleurs sociaux qui pourront obtenir des prêts, qui obtiennent d'ores et déjà des aides de l'État afin de soit renouveler, soit démolir et reconstruire. Mais on fera quoi des personnes qui effectivement sont dans ces logements et qui bénéficiaient quand même de loyers extrêmement bas? Oui, mais si pour payer 60 € le loyer et Fognon Katiche en salon haut, excuse-moi, moi je ne sais pas parce qu'on est de situation modeste qu'on n'a pas le droit au confort. Non, je ne dis pas. Non, mais c'est ce que ces gars-là disent. Ces gars-là disent qu'on a vendu des bijoux de famille alors que les gens n'ont même pas de WC. Ces gens-là disent qu'on a vendu. C'est qu'ils s'en fichent complètement. Ces gens qui disent qu'il fallait laisser Mortenol comme c'est là, ils n'ont aucun respect, aucune considération pour les gens de Mortenol. Donc nous, incapables d'entretenir ces bâtiments qui nous rapportaient des loyers, mais sur ces loyers, la SIC gardait 2 500 000 €. Et comment nous monnaie là? D'accord? Parce que, et il y a combien de payés?
Vous savez, le nombre de payés qu'on a, on a plus d'1 million d'euros à recouvrer de créances non perçues parce que les gens, parfois, ne payaient pas, soit qu'ils ne pouvaient pas, mais soit qu'ils refusaient de payer le loyer pour habiter dans un taudis. Donc, ceux qui disent que nous avons vendu des bijoux de famille manquent de respect et de considération pour les gens qui occupent ces lieux et sont de mauvaise foi. Car lorsque vous... Aujourd'hui, Pointe-à-Pitre a 13 millions d'euros de trésorerie. Quand je suis arrivé, à chaque fois qu'il y avait 300 000 euros disponibles, on devait trier les fournisseurs qu'on payait, faire des tableaux de priorité et demander au comptable de payer ceux-là d'abord et d'oublier les autres. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est le comptable qui met la pression en disant « Il y a 12 millions de trésorerie, il n'y a pas assez de mandats qui arrivent, dépêchez-vous ». J'ai imposé à notre directrice des affaires financières de payer désormais en 30 jours. Pointe-à-Pitre a pour objectif que nos factures, les factures de nos prestataires soient payées dans les 30 jours. Nous en sommes aujourd'hui à 36 jours. Eux, ils ne disent pas qu'il n'y a plus de déficit. Ils ne disent pas qu'il n'y avait pas de déficit parce qu'eux, ils voient qu'ils sont mieux payés aujourd'hui et tous veulent travailler pour Pointe-à-Pitre. Donc la ville, effectivement, récupère une certaine marge de manœuvre. Il va y avoir des investissements qui vont pouvoir être réalisés. Je suis passé un petit peu dans les rues l'autre jour et c'est vrai que l'insécurité ressort énormément. Les gens se plaignent tous quasiment dans le même sens. Est-ce que la ville pense investir dans des programmes? Bon, il y a le côté répressif, on va y venir, mais est-ce que la ville pense investir dans des programmes et consacrer justement une partie de ses budgets à cette jeunesse qui en a besoin? Absolument. Quand 3 ou 4 individus déboulent dans le magasin de ce commerçant qu'on a vu vociférer que contre la municipalité, contre l'État, contre la police, qui n'a aucun mot sévère pour ces voyous qui ont tout cassé. Lorsque des gens viennent voler, casser, violer, c'est ces personnes qui sont d'abord coupables. Après, on cherche qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, quand on regarde bien, Pointe-à-Pitre, comme toutes les communes de la Guadeloupe, subit une montée de violence qu'il n'y a pas que dans les rues. Sur les réseaux sociaux, on s'insulte, on s'invective, on nie l'évidence, on nie que la situation de Pointe-à-Pitre s'améliore. Donc c'est violent d'entendre traiter un bon gestionnaire de voyou. Donc cette violence qui réside dans tous les rapports sociaux, dans les familles, dans les communes et partout, nous la combattons. Nous la combattons par la prévention. Car moi, en tant qu'avocat, je peux vous dire que si la prison devait résorber les problématiques de violence, ça se saurait. Parce que souvent, ils sortent pire de la prison qu'ils ne sont rentrés, vu les conditions de la détention. On n'a pas de réinsertion en plus. Donc eh bien, quand on rentre en prison, on devrait pouvoir sortir meilleur. Mais il n'y a rien. On vous pose à la prison, et les gardiens de prison même disent qu'ils ne peuvent pas faire leur travail, car il y a trop de prisonniers, il y a trop de gens qui devraient être en psychiatrie à la prison, trop de schizophrénie, trop de toxicomanie non traitée, on les envoie à la prison. Donc la prison, pour moi, ne fait pas du tout le travail de prévention de la violence, de la criminalité que ça devrait faire. Les problèmes de violence sont des fois liés à la faiblesse de la structure familiale. On parle de monoparentalité. Moi, je ne veux pas accuser les mères ou les pères seuls, puisque beaucoup d'entre nous qui sommes devenus ingénieurs, avocats ou agriculteurs, nous avions un seul parent qui s'occupait de nous. Mais aujourd'hui, la famille est en péril, nous avons besoin d'aller soutenir la famille. Donc moi, non, la ville de... Il y a le fait de soutenir la famille par le biais d'activités, de manifestations qui rassemblent, ça c'est un fait, mais j'aimerais qu'on en vienne à la question majeure, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. On sait que par exemple, les municipalités avaient ce rôle un petit peu de fournir de l'emploi pour justement faire en sorte que tout se passe bien. Là, la municipalité de Pointe-à-Pitre, par exemple, vous ne remplacez même pas les départs de fonctionnaires, par exemple. Donc vous n'embauchez pas, vous ne recrutez pas. Donc quel levier vous pourrez activer pour mettre ces jeunes-là au boulot et faire en sorte qu'ils gagnent leur vie correctement? Donc je pose déjà le principe que la Chambre régionale des comptes, quand vous avez un déficit qui représente 200% de vos recettes de fonctionnement, non seulement il vous est interdit de recruter, mais vous êtes incapable de recruter. Malgré tout, j'ai pété la porte. Lorsqu'on a signé le quorum, j'ai négocié avec l'État qu'on m'autorise à laisser le niveau des charges salariales à 26 millions d'euros. Je leur ai dit, ne me demandez pas de baisser les charges salariales alors que vous devez 2,7 millions au personnel. Permettez-moi, bien au contraire, de recruter des cadres. On a recruté un directeur
des affaires financières, une directrice, on a recruté une directrice générale adjointe à l'attractivité, à l'animation du territoire, on a recruté 7 policiers, des ASVP. Donc quand on dit qu'on n'a pas recruté, c'est une méconnaissance de la situation. On a recruté à Pointe-à-Pitre, mais dans l'encadrement pour permettre aux catégories C, parce qu'il n'y avait que ça, d'être encadrés et d'améliorer leur qualité de service aux citoyens. Donc côté travail, Pointe-à-Pitre ne pouvait pas remplacer toutes les catégories C qui partaient à la retraite, mais là où il y avait un besoin, j'ai pu convaincre l'État de nous laisser recruter. Ceci étant dit, les dispositifs qui nous permettaient de faire des petits recrutements bouche-trou, genre contrat, service civique, ou encore des dispositifs temporaires. Les contrats juste pour de l'entretien espace vert, bon, c'est pas que espace vert, on fait aussi médiateur. Oui, on a eu des médiateurs pour aller dans les cités, montrer aux jeunes ce qui existe, parce qu'ils disent qu'on ne peut pas faire rien bon nous, alors qu'il y a des dispositifs qui existent, et il n'y a personne qui émarge, parce que souvent la toxicomanie les fait planer tellement qu'ils oublient même qu'il suffit de venir à la mairie, ou aller à France Travail, ou aller à l'ADI, pour monter sa propre entreprise. Donc, on a mis des médiateurs, avec les possibilités qu'on avait de faire des recrutements, des emplois aidés. On a aussi pris des médiateurs, parce que comme vous dites, les jeunes rechignent maintenant à aller passer la débroussailleuse, car beaucoup ont passé la débroussailleuse du temps de l'ancienne municipalité, et quand nous sommes arrivés, ces jeunes se sont retrouvés au chômage, l'association qui les employait a été liquidée, parce que Pointe-à-Pitre lui devait 250 000 €. D'accord? Donc, c'est vrai que les jeunes ne veulent plus passer la débroussailleuse sans être payés. Parce que juste travailler sans être payé. Le travail sans être payé, pour ne pas ça. Dans tous les cas. Ok, donc dire que la violence résulte du fait qu'on n'emploie pas assez de jeunes à la municipalité, c'est vouloir entretenir le clientélisme. On a embauché 700 personnes à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre a 700 employés. Ça veut dire que si un territoire de 2,6 km², soumettre un employé tous les mètres, on va couvrir la Pointe qui avait employé. Or, la ville n'a pas besoin d'autant de personnes, puisque nous n'y prenons centaines qui ont congé maladie depuis des ans. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que avant c'était une stratégie justement, que les mairies absorbent justement une partie du chômage, notamment chez les jeunes, mais effectivement on en arrive à du clientélisme comme vous le dites. Et ça les a conduits à la faillite. Et aussi effectivement, des surcharges en termes de fonctionnement et donc forcément à des faillites. Non, moi ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y aura des stratégies en fait mises en place qui seront appuyées justement par la municipalité de façon à ce qu'on puisse régler le problème dans le fond. Bien sûr. Pas que en termes de répression en allant. Moi je suis contre ça. Je suis contre l'idée qu'il faut plus de matraques, plus de menottes et plus de lajol et que ça va être réglé. C'est pas vrai. Nous misons sur l'insertion, l'inclusion. Parce qu'une société fracturée comme celle-ci, où chacun est dans son coin, et c'est l'égoïsme qui mène, s'ouvrons bijou là, on vit pour essayer de racheter un coup en monde, et tout ça, on veut changer cet état d'esprit. Il faut une mutation de fond. Les gens qui laissent croire que parce que le ministre passe, il suffira qu'il lâche quelques millions, tout ira mieux, eux aussi sont dans le déni. Moi, je compte pas sur le passage d'un ministre pour régler le problème. Le ministre a intérêt à venir pour voir de ses yeux ce qu'il ne voit pas de Paris. Mais moi, je compte pas sur son passage et toutes ces belles déclarations qu'on fait, où on énumère tout ce qu'il faudrait dire, 10 douanes, 4 radars, 5 bateaux et tout. Si c'était possible, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Donc, la France est un pays qui est en faillite, pratiquement aussi. Donc, la France se doit d'assumer ses responsabilités, mais nous aussi. Quand on met 100 millions d'euros pour contourner le pont de la Boucan, il faut se demander si c'est ça la priorité dans un pays où il y a autant de violence, à moins que ça soit 100 millions d'euros de salaire qui seront distribués. Oui, mais si c'est pas fait, on dira ça a encore pris du retard, ce sera jamais fait. Mais il faut se demander, l'action publique, l'argent public doit être utilisé de façon optimum. On doit à un moment se demander quelles sont les priorités. Aujourd'hui, en Guadeloupe, on n'a pas d'eau, on passe des semaines, des mois sans eau. On a des rues à 100 mètres du mat où des gens à la rue Raspail ont des trous à caca devant leur maison, il faut le dire. On a à la rue Zamia des flaques d'eau purulentes qui pourrissent la vie des gens. Et vous pensez que l'urgence pour l'écologiste que je suis, c'est de pouvoir éviter le pont de la Boucan? Moi, je voudrais qu'on trouve quelques dizaines de milliers d'euros pour mettre fin à ces situations d'insalubrité et de danger sanitaire.
et qui sévissent dans Pointe-à-Pitre. Alors justement, vous avez pointé du doigt un très gros problème, problème de distribution d'eau et d'assainissement. Bon, vous, à Pointe-à-Pitre, ça remonte de tous les côtés, donc à un moment donné, il va falloir régler cette question-là aussi, parce que au fond, même au niveau de la mairie, j'ai vu sur le parking de la mairie, effectivement, bon... On a une flaque d'eau qui est là depuis 5 ans. Il y a des petites piscines quand même, un peu partout sur le territoire. Quels sont vos rapports avec le SMGEAG ? Mais comment vous voyez l'avenir avec ce syndicat? La ville de Pointe-à-Pitre, à travers le Cap Excellence, est membre du SMGEAG, puisque ce sont les intercos qui sont membres de ce syndicat intercommunal. Et donc, nous sommes donc de la maison, mais nous n'avons pas la possibilité d'orienter les investissements, puisque c'est l'exécutif qui est aidé par l'État, puisque l'État a mis la main à la poche, il faut le dire, pour résorber le problème de l'eau en Guadeloupe. Et donc, moi, j'ai adressé une lettre au préfet où je lui demandais de faire injonction au président Luizy d'intervenir sur ces situations urgentes qu'on a à Pointe-à-Pitre. Le président Luizy a eu la courtoisie et la sympathie de m'appeler et on a échangé et il m'a promis de faire de son mieux. Hier, j'ai eu son directeur de cabinet qui m'a dit que nous irons au bout de nos moyens pour que ces situations d'insalubrité soient résorbées, mais il m'annonce d'ores et déjà que le SMGEAG ne va pas y arriver seul, car avec la montée des eaux, avec le fait que Pointe-à-Pitre ait été construit sur la mer, aujourd'hui, toutes nos canalisations nagent dans de l'eau salée et sont corrodées, pourries. Donc, tout est à refaire à l'Oricis, par exemple, et la SICOA qui va y construire son siège et construire des centaines de logements à la place des Togabar demande qu'on l'on fasse un diagnostic, un état des lieux, et qu'on puisse refaire les réseaux avant de reconstruire à nouveau. Pointe-à-Pitre est en état d'urgence de réseau, sur ces réseaux d'assainissement. Et donc le président Luizy doit le comprendre. Et à cela vient s'ajouter le besoin quotidien d'eau. Les gens manquent d'eau à Mont-la-Loge, à certains quartiers de Pointe-à-Pitre. Les gens restent des jours et des jours sans eau, à la marina, sans eau. Ça ne peut plus durer. Moi, personnellement, si je devais être maire encore quelque temps, c'est un combat dont je m'emparerai personnellement. Il y aura aussi la connexion du nouveau CHU une fois qu'il entrera en service. Ça risque de poser peut-être des petits problèmes. Mais c'est un vrai défi pour les Guadeloupéens. Nous parlons d'évolution institutionnelle aujourd'hui. Nous demandons qu'on nous donne plus de pouvoir. Voilà un domaine dans lequel on a le pouvoir de démontrer notre capacité à transformer notre pays, à l'entretenir, à le maintenir. Oui, mais on n'avance pas sur ce dossier. Ça fait plus de 30 ans que ça traîne. Là, tout le monde se dit, bon, ça doit être une question d'argent. Certains disent que non, c'est pas une question d'argent, ça on peut le trouver. D'autres disent qu'il n'y a pas de budget de toute façon. On en est où concrètement? Pourquoi la Guadeloupe n'est pas mise en chantier? Alors moi, je pense qu'on regarde trop vers les élus. On regarde que les élus. On pense que les élus sont des magiciens. Que M. Luizy n'a qu'à se réveiller un matin et à régler tous ses problèmes. M. Luizy, il est volontaire, c'est vrai qu'il porte le fardeau du passé, puisqu'il était président du SIAG, il est président du SMGEAG aujourd'hui, mais à lui seul, il n'y arrivera pas. Il faut que le personnel, il faut que les syndicats, il faut que tout le monde se mobilise et qu'on dise, messieurs, je dis joue, là nous qu'à toucher entre 4 000 et 8 000 euros, priorité à la Guadeloupe, c'est que nous mettons au travail pour nous sauver le pays là. Et je ne trouve pas ça, et c'est ce que j'essaie de bâtir à Pointe-à-Pitre. On avance sur ce chemin-là. À Pointe-à-Pitre, nous essayons de construire un esprit d'équipe. Je dis aux gens, vous avez la chance de ne pas travailler pour un milliardaire qui s'enrichit sur votre dos. Vous travaillez pour vous, pour le peuple, vous avez des problèmes de pour votre communauté. De grosses disparités salariales au sein de la municipalité? J'utilise tous les leviers que m'offre la loi pour gratifier ceux qui bossent. Alors ceux qui bossent pas, on a un syndicaliste qui est payé à temps plein à ne rien faire ici et qui donne des leçons de morale à toute la Guadeloupe. Alors que lui, il fait zéro travail. À chaque fois qu'on lui donne une affectation, il dit non, le papier est mal écrit, le papier est pas assez blanc, il manque une virgule, il manque un point, et il trouve toujours une raison de ne pas travailler, de sorte qu'on a considéré qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Il est mort. D'accord. On peut savoir c'est qui ou... Non, comme il est mort, je cite pas son nom. D'accord? Donc, personnellement, je pense que il est temps que les fonctionnaires territoriaux, qui sont, en quelque part, privilégiés comparés au privé, qui sont en difficulté, dont les entreprises font faillite et se retrouvent au chômage. Lorsqu'on a la chance d'avoir un beau travail, comme servir son peuple, servir sa communauté, il faut qu'on se mobilise pour. Parce que je ne pense pas que c'est Luizy qui viendra faire les réparations. Quand j'envoie des messages au cadre du SMGEAG, sur 10 messages, ils me répondent 3 fois. Parce que j'ai le numéro de téléphone de pas mal d'entre eux. Et c'est pas Luizy.
Donc, moi, je crois qu'on focalise trop sur les élus. Tout le monde qui prend un téléphone à eux, ils ont fait une vidéo, et ils ont dit, il temps pour te foutre tous les élus dehors. Donc, on a dit, mais font qu'on élu. Au lieu de dire, faut foutre les élus dehors, font qu'on élu. Viens sauver la Guadeloupe. Il est temps que ces donneurs de leçons se fassent élire. Mais les élus sont les référents, donc c'est un peu aussi les exutoires. Bon, quand on a un coup de gueule à passer ou effectivement on a un problème avec une administration, forcément, on va directement voir l'élu. Mais vous, ce que vous dites concrètement, c'est qu'au SMGEAG, on a un gros problème aussi avec la masse salariale. Moi, je sais qu'à l'époque, quand il y a eu la transition justement au SIAG et qu'ils ont intégré les personnels justement de la Générale des Eaux, il y a un gros problème qui s'est posé sur la question du statut public-privé, puisque tout le monde n'était pas du tout aligné, et donc effectivement ça a créé des remous. Mais vous voyez, c'est miné, vous parliez tout à l'heure de l'insuffisance des emplois publics, mais voilà un exemple. SIAG, SMGEAG, voilà un exemple de gabegie, où on a tellement chargé le mammouth, qu'aujourd'hui, ces organes qui sont censés servir le peuple servent leur personnel. Donc, c'est l'aubaine pour le personnel et les gens qui servent n'ont pas d'eau. Voilà un syndicat qui paye bien ses agents, mais qui ne donne pas de l'eau au peuple. Donc, il y a un problème. Donc, il n'y a pas que la question des canalisations, finalement. Mais les canalisations, elles sont pourries, il faut de l'argent. Mais si l'argent, 60% des recettes passent en dépenses en charge salariale, on a déjà la moitié des moyens en moins. Donc, moi, je crois qu'il faut une mobilisation. Faut qu'on dise, messieurs, nous qu'a dit pendant 2 ans, nous qu'a fait un gel des salaires. Les élus, nous qu'a gelé indemnité azote. Zafa, moun ka ni voiti de fonction, moun ka pas voiti, président ni voiti, vice-président ni voiti. Moi, personnellement, pas ni voiti. C'est moi qui mette censé voiti en moi en tant qu'élu. Je donne l'exemple. Et depuis que celui-là, j'ai jamais pris un billet d'avion sur la ville de Pointe-à-Pitre. Donc, il faut que nous, élus aussi, on soit exemplaires, qu'on soit rigoureux, et qu'on sache que l'argent public, c'est pas notre argent, et c'est pas pour faire de la politique, c'est pas pour faire du clientélisme. On a M. Louisy qui a proposé des départs volontaires. Visiblement, ça va pas fonctionner. Mais vous allez voir que tout de suite, ça va être grève. Ils vont nous faire le coup du blackout. On va nous priver d'eau pendant 10 jours pour obtenir la mutuelle qu'on veut. Pour choisir la bonne mutuelle, on va priver les Guadeloupéens d'eau. On a besoin de solidarité. J'ai besoin de voir les employés du SMGEAG se mettre debout avec le peuple pour dire, bon nous les moyens pour nous battre plat de l'eau et pas contre le peuple. Je veux ce changement de paradigme. Les agents du SIAG sont nos frères et nos sœurs. Ils doivent être avec nous, mieux nous servir et être à nos côtés quand il n'y a pas d'eau et non pas provoquer des manques d'eau. Donc rénovation du cadre de vie avec des programmes donc qui vont être opérés notamment par des bailleurs sociaux. On a effectivement ce gros chantier de l'eau. Quels autres chantiers prioritaires seront abordés? Bon, on a les élections dans quelques mois, mais vous risquez de pouvoir lancer quelques chantiers. Quels sont-ils? Mais beaucoup sont déjà prêts à être lancés puisqu'on résorbait le déficit, mais on était dans un contrat quorum où l'État mettait à notre disposition des bureaux d'études pour pouvoir traduire nos idées, notre vision en projet. Et donc, même si on ne pouvait pas encore les réaliser, mais nous avons bénéficié de bureau d'études qui est en train d'élaborer l'appel à manifestation d'intérêt sur le site de l'ancien tennis club de la Marina. Ils ont mis 2 ans pour nous signer la convention. Là aussi, c'est pas M. Macron, je dis l'État, mais c'est des fonctionnaires de l'ADEAL qui ont pris 2 ans pour nous faire signer une convention afin d'être chargés de la gestion de ce site qui ne nous appartient pas. J'ai vu circuler des vidéos, des critiques, des attaques violentes contre le maire de Pointe-à-Pitre qui laisse se dégrader un si beau site avec des piscines, des cours de tennis et tout. Mais ce sont mes prédécesseurs qui ont créé cette situation de faillite. Et moi, arrivé, j'ai dû faire cadeau à la ligue de tennis des loyers, des redevances qui restaient dues, qui étaient prescrites pour certaines. Parce que on a pris trop de temps, ils ont pris trop de temps pour payer. Donc on leur a dit, ok, arrêtez là. Donc, nous, mais qui arrêtez là. Bon, nous, là, pour nous faire notre vie avec ça. Et l'État a mis à notre disposition, à travers la Banque des Territoires, un bureau d'études. Et là, dans les jours à venir, l'appel à manifestation d'intérêt va être utilisé. On va faire avec l'argent du privé, puisqu'on ne peut pas faire ça nous-mêmes. On dire à des privés, voilà un beau site. Que pouvez-vous y faire pour rendre cet endroit plus joli, plus animé, et que ça soit un lieu où les Pointois. J'ai fixé mes critères. J'ai dit que je veux que ça soit un endroit populaire. Pas question de faire un hôtel 5 étoiles
où seuls les riches pourront y attacher leur bateau. S'il faut que ça soit un endroit où tous les points 3, grands et petits, jeunes et vieux, puissent y aller pour des loisirs. Et j'espère que les travaux commenceront avant la fin de l'année. Nous avons le boulevard Légitimus, qui est une véritable scène où les carnavaliers se déploient pendant le carnaval. Eh bien, les plans ont été arrêtés. Le bureau d'études est venu nous présenter le plan du nouveau boulevard Légitimus. Il y aura plus ce saut qui ont fait là à la rue Inslin, où il y a un petit monde qui fait sauter votre voiture quand vous arrivez là. On aura une belle avenue avec des arbres sur les côtés, non pas au milieu. On aura une piste cyclable et un beau rond-point Miquel qui viendra couronner la rénovation urbaine qui est en cours à Vieux-Bourg-Abîme. L'entrée de Pointe-à-Pitre. Le calendrier pour le boulevard Légitimus? Mais le boulevard Légitimus, le président du département qui finance les travaux voulait commencer en juillet. C'est moi qui lui ai dit, attention président, parce que si tu viens créer des gènes à l'entrée d'un Pointe-à-Pitre, les commerçants qui sont déjà chauffés à blanc, lorsqu'ils vont voir ça, ils vont manifester à poil pour dire que Durimel va empêcher nous travail. Donc surtout pas, commencez pas maintenant. Donc les travaux vont commencer, mais ils vont pas commencer à l'entrée de la rue Frébeau, mais ils vont commencer par la rue Inslin. J'ai demandé qu'avant la fin de l'année, qu'on ait résorbé ce petit monticule qui fait beaucoup de mal à nos véhicules. Donc les travaux commenceront par là. Et je ne désespère pas qu'avant la fin de la mandature, on aura au moins vu ce que deviendra le boulevard Légitimus. La rue Achille-René Boisneuf, là aussi, c'est déjà dans les tuyaux, c'est financé. Là, une belle avenue avec des arbres aussi sur les côtés. On a besoin de plus de végétation, plus d'arbres. Des arbres fruitiers. Je leur ai dit qu'on ne plante pas que des arbres qui ne portent pas de fruits. On ne plante pas que des arbres importés qui viennent troubler notre biodiversité. On veut des arbres qui amènent des couleurs et des fruits et aussi des saveurs, des arômes, des odeurs agréables dans la ville. Et bien, donc ça, à la place de la Victoire, ça aussi c'est un coup. Le kiosque est en train d'être rénové. Les bancs, c'est le SMA qui va nous aider à les refabriquer. Le remplacement. On les a tous enlevés. Donc, une ville qui est en difficulté, qui malgré tout continue d'avancer à petits pas, mais avec beaucoup de ferveur. Nous sommes engagés, nous faisons le job. Et le chantier puisque j'ai eu ça aussi dans le micro-trottoir, on a le chantier du Centre des Arbres, qui est juste en face de la mairie finalement. Donc je pense que ça vous dérange un petit peu aussi de passer devant tous les matins. Un petit peu, Harold, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup. C'est ma vue du jour. Chaque jour, j'ai comme vue le Centre des Arts qu'on a gâché. Il y a 18 ans, on a décidé de faire un temple de Yamoussoukro, faire un gros truc qui marquerait l'histoire. Et on a fait un centre des arts qui devait coûter 22 millions. Aujourd'hui, on nous dit qu'il va coûter 39 millions d'euros. Cap Excellence a déjà payé 17 millions d'euros. Et quand on dit Cap Excellence, les gens ont tendance à penser que c'est Abîme, mais c'est aussi Pointe-à-Pitre. C'est Pointe-à-Pitre, Abîme, Bémao ont déjà mis 17 millions d'euros sur le centre des arts. Et aujourd'hui, il est à l'arrêt, mais à force de persuasion de Cap Excellence, de Madame Faithfull, du président Jalton, eh bien, on est parvenu à un accord avec les occupants. Et que je remercie quelque part parce que s'ils n'avaient pas occupé le Centre des Arts, on nous aurait laissé avec notre friche. Donc quand ils ont commencé à occuper, j'ai pas pu y aller parce que le maire ne va pas sur un squat. Je les ai reçus ici et je leur ai dit merci d'avoir mis en lumière, les artistes en mouvement, merci d'avoir mis en lumière votre besoin de Centre des Arts et je le partage. Mais il faudra penser à leur devenir aussi. Mais on est là-dessus, je leur ai donné déjà un local alternatif. On est là-dessus. On leur a proposé d'aller au hall du Bicentenaire, là où il y a déjà l'Académie du Car, où il y a déjà des groupes de carnaval. On leur a proposé d'y aller en attendant. On leur a proposé un local au Mont-Verguin que Cap Excellence loue pour les héberger et qu'ils ont visité, qu'ils ont accepté. Donc le mouvement est en cours. J'ai entendu quelqu'un dire à la télévision que oui, on pourra dire nous rien et tout ça, mais si vous restez là planer toute la journée, vous n'allez pas à l'écoute de vos représentants, les gens qui représentent les occupants, les artistes, savent que leur cas est traité. On ne peut pas les ignorer parce que ce qu'ils ont fait a été salutaire pour Pointe-à-Pitre, pour l'art en général et pour l'avenir de l'art. Donc, nous sommes aux côtés de Madame Faithfull, du président Jalton, avec les cadres de Cap Excellence, à faire ce déménagement pour que le Centre des Arts puisse enfin être terminé. Alors, on a d'autres petites problématiques sur Pointe-à-Pitre. On a le Centre des Arts qui est abandonné, mais vous êtes encadré finalement de bâtiments abandonnés puisque on a la Poste, c'est un bâtiment immense finalement qui est là, qui pourrit. On a la CAF aussi, qui est un immense bâtiment qui pourrit. On a aussi toutes ces dents creuses dans la ville. On sait qu'il y a des problématiques en termes d'occupation, on sait bien, mais est-ce que on
on arrivera à trouver des solutions quand même pour ces grands espaces qui pourraient servir, quoi. La Caisse générale de sécurité sociale, le groupe Molina avait présenté un projet qui était censé bénéficier d'aide publique, mais apparemment il n'a pas eu tous les accords, donc c'est en suspens le projet. Pour l'instant, ce sont les SDF qui s'y donnent à cœur joie malgré tous nos efforts. Le bâtiment de la Poste a été racheté par un privé qui nous a proposé de nous le revendre. Donc on y réfléchit, mais on a fait évaluer les travaux. Il l'a pas acheté cher, donc il ne pourra pas le revendre très cher. Donc on n'a pas encore abordé les négociations sur le prix, puisque on veut avoir un état de la situation à l'égard de l'amiante, quoi. Le niveau d'amiantage du site, il faut savoir combien ça va nous coûter quand on va l'acheter, et se demander est-ce qu'il ne faut pas le raser et le racheter ou le raser. Et donc nous, on est vigilants là-dessus. Il manque de parking. Voilà, et on a besoin de places de stationnement, mais si on arrive à le requalifier, ce bâtiment, nous prévoyons d'y mettre nos services techniques. La mairie serait pour l'administratif et à côté pour les services techniques. Donc on l'a visité, ce site. Il ne faut pas croire qu'un bâtiment comme ça qui est à côté de la mairie, qu'on s'en intéresse pas. On s'y intéresse, et on avait même trouvé un deal un moment avec le propriétaire pour faire un échange, lui donner le site du garage communal et récupérer cela. Mais entre-temps, le SDIS nous a demandé d'acheter ce site afin de créer un centre de secours naval, une brigade nautique à l'Oricis, et Pointe-à-Pitre en a bien besoin, puisque on a des fois des gens qui sont en difficulté en mer et il faut aller les soutenir. Donc Pointe-à-Pitre sera à l'avant-garde si nous sommes équipés d'un tel centre. Alors, petit point qui dérange aussi la population, les feux tricolores, ils ont fait leur retour. Bon, en termes de mesures, elle est un peu impopulaire quand même. Ça va rester comme ça? Mais les feux tricolores, je ne les ai pas instaurés. Ils sont restés plus de 10 ans en panne parce que le prestataire, le même, S6P, qui a signé un marché de 36 millions d'euros pour faire de Pointe-à-Pitre la ville lumière. Et comme je vous dis, ça a été une ville de ténèbres, puisqu'on rien ne marchait. Et comme l'entreprise n'était pas payée, elle a tout arrêté. Et donc, les feux tricolores rentrent dans le marché, le PPP, le partenariat public-privé, comprend les feux tricolores. Et comme on a payé ce qu'on devait, 12 millions d'euros, et qu'on a obtenu une aide pour payer 500 000 euros de plus pour réparer les feux, ça nous a coûté 500 000 euros de les remettre en activité. Alors des gens disent que ça crée trop d'embouteillage, mais avant c'était coup de sable, c'était coup de gilet maman, les montes les priorités. Quand vous essayez de sortir sur le boulevard Anne, les voitures qui étaient sur la voie la plus rapide, vous étouffez dans les rues perpendiculaires. Donc dire que restaurer comme dans toutes les grandes villes des feux tricolores, c'est une faute politique, eh bien, je ne veux même pas l'entendre. Moi, je suis pour réguler la circulation sans avoir à mettre un policier à chaque carrefour. Ces feux, on finiront par rentrer dans les mœurs à nouveau et on finira par les accepter. Nous essayons d'ajuster les réglages parce que la société qui les a installés c'est pas encore bien réglé. Fait des vérifications pour vous montrer que les durées d'attente ne soient pas plus trop longues dans les rues perpendiculaires. Mais tout ça, c'est petit pas. Nous que arriver, Harold. Alors, l'opposition forcément parle de vous. On a déjà plusieurs personnes qui seront dans les starting blocks pour les municipales l'an prochain. Déjà, vous vous représentez? Alors déjà, ils sont en starting block. Je n'ai même pas dit si je me représente. Justement, moi je veux savoir si vous vous représentez. Mais moi, je pense que les conditions qui sont réunies aujourd'hui font que un maire qui réalise un tel nettoyage des écuries d'OGEAS, un maire qui a restauré une capacité d'investissement et qui a des projets plein la tête, a de bonnes raisons de vouloir se représenter. Mais il y va de ma vie aussi, Harold, parce que je suis un avocat, je suis un père de famille, et ça a beaucoup bouffé de mon temps, ça m'a appauvri professionnellement. Je suis aujourd'hui pratiquement un smicard en tant qu'avocat, parce que mes confrères disent aux gens de ne pas aller chez moi quand je suis maire et que je n'ai plus le temps. Donc mes concurrents s'y donnent à cœur joie. Aujourd'hui, je vous assure que la vie de la Chambre régionale des comptes me donne une grande envie de tirer les bénéfices de cette situation pour impulser un meilleur développement. Mais il ne s'agit pas que de moi, je suis à la tête d'une équipe. Et cette équipe prendra une décision très, très bientôt et on fera savoir lequel d'entre nous mènerait une liste pour être à nouveau candidat. Mais je ne vous cache pas que j'en ai grandement envie, mais je réfléchis.
Bon, ce serait une deuxième mandature qui serait peut-être un peu plus tranquille, ce serait une mandature là d'investissement. On a parlé des gros chantiers, mais une ville, comme vous l'avez dit, ne fonctionne pas seule. Il y a plusieurs équipes qui l'animent, dont effectivement l'opposition. Et moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu des rapports que vous entretenez avec cette opposition. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de candidats comme Loïc Martol ou bien Alain Sorez, qui se sont déjà déclarés finalement? Quel rapport vous entretenez au sein de la municipalité? Moi, la mandature n'a pas été de tout repos, je dois l'avouer, puisque souvent les conseils municipaux viraient à la fois d'empoigne, on se retrouvait avec des gens qui critiquaient tout ce qu'on faisait, et on se retrouvait avec des donneurs de leçons, comme donneurs de leçons, les fossoyeurs, ceux qui avaient participé au pillage de la ville, venaient nous dire comment gérer, ne pas vendre les bijoux de famille, continuer à toucher des loyers, à être des marchands de sommeil. Donc c'était parfois conflictuel et je le déplore. Malgré tout, il y a eu des moments où l'opposition a coopéré, a participé à la réflexion de façon pacifique. J'entends parler de la candidature de Alain Sorez qui était membre, qui a tout voté. Je l'entends dire que les impôts ont augmenté. Je voulais bien qu'ils me disent à quelle délibération les impôts ont augmenté, puisqu'il les a toutes votées. Mais il dit de prendre le rapport de la CRC avec des pincettes. Et il prend avec des pincettes, qu'il prenne comme il veut. Moi j'ai le rapport, je l'ai pas commenté, je l'ai pas commandé. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est la seule commune où on pense que la Chambre régionale des comptes est de connivence avec le maire. Donc moi, je suis de connivence avec aucun magistrat. Et je respecte l'indépendance des magistrats et je leur demande aussi de me respecter. Donc la vie de la Chambre régionale des comptes a fait du mal à l'opposition qui voulait nous faire passer pour des mauvais gestionnaires, qui lorsqu'il y avait déficit, on disait que la Chambre régionale des comptes dit vrai. Maintenant qu'elle dit qu'il n'y a plus de déficit, elle dit plus vrai. Donc moi je pense que je refuse de penser que Pointe-à-Pitre a la pire opposition du monde, pour ne pas dire autre chose. Pointe-à-Pitre fait avec son opposition, quand la démocratie commande qu'il y ait des opposants. Mais quand les opposants sont des gens qui, pendant toute la durée de la mandature, faisaient partie de votre équipe, ont tout accepté, tout voté, et viennent aujourd'hui dire « Ah, je ferai mieux que lui », c'est parce qu'ils ont déjà senti le vent tourner et qu'ils ont déjà compris qu'ils ont perdu leur place. Donc ils lancent un SOS pour que quelqu'un les prenne. Monsieur Sorez a fait ça toute sa vie. Toute sa vie, il a été un opposant. Bangou l'a pris avec lui, ça a duré quelques mois. Et Bangou a démissionné pour le virer comme adjoint au maire. Il était avec Tania Galvani et Georges Bouédan, il les a laissés 6 mois avant les élections. Il est venu sur ma liste et aujourd'hui, il appelle à voter pour d'autres. C'est un jeune homme qui est, pour moi, il est enfoncé dans l'art d'être un opposant. Et peut-être que ça lui va bien, en fait, d'être un opposant à vie. Est-ce que, et ça c'est une question qui concerne les Pointois et les commerçants aussi, est-ce que maintenant que les finances reviennent un peu dans le vert quand même, est-ce qu'il y aura des baisses quand même d'impôts, de taxes? Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Comment voulez-vous qu'une commune retrouve l'équilibre et si cet excédent se confirme, parce que comme je vous dis, ça résulte d'un procès qu'on a gagné. J'ai gagné un procès pour la ville de Pointe-à-Pitre, en tant qu'avocat. On a Madame Mondu, qui est une excellente juriste, qui a préparé la défense de la ville avec moi, et on a gagné ce procès. On a payé 2 700 000 € d'intérêt moratoire. La Chambre régionale des comptes dit qu'on doit nous rembourser, parce qu'on a gagné le procès grâce à un artifice juridique qu'on a soulevé, et qui a fait qu'on a déclaré la demande irrecevable. De sorte que l'autorité de la chose jugée nous a fait gagner 2 700 000 €. Donc, une ville qui a subi une telle durée de déficit ne peut pas garder des excédents et ne pas l'investir. Donc on a d'ores et déjà réinvesti 4 millions d'euros d'apport personnel dans un plan pluriannuel d'investissement qui est en cours. On est à la 2e année et donc Pointe-à-Pitre va pouvoir investir, nous allons pouvoir agir, mais ou pas faire chèque sans provision. Ils voulaient nous acheter et bah chèque impayé. Aujourd'hui on peut acheter, on va investir, on va travailler. Et donc, une partie sera redistribuée aux Pointois. Et voilà, et c'était la question, pardonnez-moi, oui. Et une partie sera redistribuée aux Pointois. Je prends l'engagement devant les Pointois de faire baisser les impôts. Alors, il y a plusieurs façons de baisser les impôts. Faites attention parce que comme on va être en période électorale bientôt, on va penser que c'est démagogique. Hein. C'est pas démagogique puisque je ne l'ai jamais promis avant. Aujourd'hui, je dis que si le déficit est résorbé, il n'y a aucune raison qu'on garde ces niveaux astronomiques d'impôts, de taux d'impôts à Pointe-à-Pitre. La Chambre régionale des comptes considère que Pointe-à-Pitre n'est pas au taux maximum en Guadeloupe et devrait augmenter ses impôts. Voilà ce qu'on nous reproche encore.
de n'avoir pas respecté la trajectoire. Monsieur Sorel dit ça, il a raison. La Chambre dit que nous n'avons pas respecté la trajectoire dans le sens où nous n'augmentons pas les impôts. Il dit qu'il faudrait baisser les charges salariales. Je voudrais qu'il vienne dire ça aux syndicats. Je voudrais que ce candidat vienne dire au candidat qui va baisser, aux employés, qui va baisser les charges salariales. Moi, j'ai négocié de ne pas les descendre en dessous de 26 millions d'euros tant qu'on n'aura pas dégraissé le mammouth en termes de non-remplacement des catégories C qui partent à la retraite. Et ça, on va tenir notre engagement. Mais côté impôt, je veux pouvoir faire ce cadeau au point 3 dans moins de 2 exercices, si nous qui sommes là, ou notre équipe, mon équipe, nous allons faire baisser les impôts, parce qu'on peut aussi baisser les impôts en élargissant les bases fiscales, en attirant sur la ville. Mais c'est ça, qu'est-ce qui rapporte concrètement à la ville de Pointe-à-Pitre? Aujourd'hui, il y a que 2000 contribuables sur 15 000 habitants. On n'a pas assez de contribuables. Les contribuables ont fui la ville. Les gens qui peuvent payer des impôts ont fui Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, Pointe-à-Pitre, c'est une ville de pauvres. C'est une ville où 80% de l'offre de logement, c'est du logement social. Que des gens qui ne payent pas d'impôts. On va pas les chasser, ils aiment Pointe-à-Pitre, ils sont de Pointe-à-Pitre, mais il faut qu'on fasse venir des gens pour créer des emplois pour leurs enfants. Mais vous avez créé la zone franche justement pour pouvoir attirer des chefs d'entreprise, qu'il y en ait qui s'implantent et qui absolument des recettes fiscales. Mais ce dispositif arrive à son terme. Justement. Donc, et qu'est-ce qui nous a fait souffrir? C'est la périurbanisation, Harold. Et que tout le monde construise dans les champs de canne à Goyave, à Arnouville, dans tout Abîme. Moi, j'allais courir avant, dans la zone où il y a les centres commerciaux et toutes les administrations sont parties dans les champs de canne de Témar. Et donc, il faut qu'on choisisse. On veut plus faire de la production. On fait maintenant quoi, de la spéculation immobilière. Eh bien, Pointe-à-Pitre a souffert de ça. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'administrations ont quitté la ville pour s'installer en périphérie. Le résultat, c'est que on est peu à payer beaucoup d'impôts. Donc, moi, je veux qu'on soit plus nombreux à payer moins d'impôts. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Le plan local de l'habitat pour Pointe-à-Pitre prévoit qu'on descende de 80% de logements sociaux à 60%. Parce que les enfants des personnes qui occupent les logements sociaux, nous devons penser à leur donner des chances de trouver du travail dans l'immeuble où ils habitent. Donc tous les rez-de-chaussée vont être affectés à des activités productives, économiques, et non pas que du logement. Voyez? Donc l'Oricis, par exemple, à la place des Tourgabar, nous allons créer des structures pour permettre qu'en liaison avec la mer, il y ait des entreprises de transformation des produits de la mer. On leur va changer la manière de construire à Pointe-à-Pitre, ne va pas être que du logement social. Parce que faire que du logement social. Rabais, donc Rabais, le littoral Pointe-Trois, on a 11 km de littoral à Miami. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, Bayside, où il y a des commerces, des loisirs. Pointe-à-Pitre a une belle baie. On doit pouvoir développer une zone commerciale qui nous permette de récupérer les chalands qui sont partis dans les centres commerciaux faire leurs courses dans la clim pour revenir à Pointe-à-Pitre. Mais tout cela ne peut pas se faire en 5 ans, surtout quand vous avez un tel déficit. Donc, on ne peut pas me reprocher de n'avoir pas eu le fonctionnement d'une ville riche alors qu'on nous a laissé une ville pauvre, une ville appauvrie. Pointe-à-Pitre a les atouts pour redevenir une ville centre, une ville portuaire, universitaire et une ville dynamique. Et nous avons recruté une directrice générale adjointe, 2e personne dans la hiérarchie du personnel à Pointe-à-Pitre, qui est engagée pleinement sur l'attractivité et l'animation du territoire. Et dans cette direction, il y a la culture, le patrimoine, le commerce, la vie économique. Vraiment, on a créé cette direction générale adjointe bien pour montrer que c'est un pilier majeur des politiques publiques à Pointe-à-Pitre que la vie économique. Alors, une dernière petite question sur une des polémiques que j'ai un peu zappé, c'était les chèques. Vous avez fait des chèques cadeaux. Visiblement, ça passe très mal. Visiblement, à la mesure des auprès de qui ça passe mal, dites-moi. Opposition. Hein. On en alors, auprès d'opposition commerçants? Auprès de l'opposition politique. D'accord, parce qu'il y a 2 commerçants qui sont des opposants les plus coriaces du centre-ville. Ils ont été les premiers à bénéficier. L'un a touché 2300 € de bons d'achat qu'il a vendus et un autre environ 700 €. Quand vous êtes élu d'une ville et qu'on fait une opération comme ça pour aider les employés et les petits commerces, vous pouvez avoir un peu de pudeur et dire par rapport. Surtout si vous critiquez. Ces gens critiques ont été les premiers à envoyer leurs factures pour être payés par la ville de Pointe-à-Pitre. D'accord? Ils sont sortis de la salle du conseil municipal
pour ne pas participer à la délibération parce qu'il dit on veut manger aussi. Hein. Nous, on veut manger à dedans, donc nous ne pas participer à la délibération là. J'ai tout dit là. J'ai tout dit. Ils sont de mauvaise foi, d'une mauvaise foi cinglante. L'opération bon d'achat, Harold, l'avocat que je suis l'a réalisé en transparence. J'ai écrit au préfet avant de la faire, cette opération, pour lui demander son avis sur la légalité. Et il ne m'a pas répondu que sur la légalité. Il m'a dit, ça risque d'être requalifié comme un complément de salaire, avec le risque de devoir subir les charges sociales. Mais comme c'est 100 € et que le plancher pour pouvoir payer des charges sociales, pour devoir payer des charges sociales, c'est 193 €, je me suis dit, même si on requalifie ça comme un complément de salaire, on ne paiera pas de charges puisque c'est 100 €. Je me suis dit aussi, interroge le tribunal administratif puisque un maire peut demander un avis juridique au tribunal administratif. J'ai écrit au tribunal administratif, j'ai demandé un avis sur la légalité de l'opération. Le tribunal administratif m'a répondu que ça relève du Conseil d'État et a transféré au Conseil d'État. Le Conseil d'État a retourné au tribunal en disant c'est vous qui êtes compétent. Moi, je ne vais pas les attendre. Et Noël Gavin nous fait biter à nous. Hein. OK? Et quand je me suis dit, quand ils vont répondre, ça sera déjà fait. S'ils disent que c'est illégal, je ferai appel. Si un appel, on fera cassation. Et si un dernier ressort, on perd en 2040, eh bien, le personnel va rembourser 10 € par mois. 500 €. Où est le drame? Le personnel même est déjà prêt. Il dit, si c'est illégal, eh bien, nous rembourser 10 € par mois. Ou bien 1 € pendant un temps. Donc, l'opération a été calculée avec ses risques. Mais vous savez, quand vous êtes pas très futé, que vous montrez à quelqu'un la lune, il regarde votre doigt. Moi, c'est ça. Moi, je vous dis, aujourd'hui, ceux qui sont en train de critiquer cette opération d'achat, ils font feu de tout bois. Il y en a même un qui a porté plainte contre moi pour avoir créé une brigade de nuit. Oui. À Pointe-à-Pitre. Alors, voilà, on va m'arrêter parce que j'ai essayé d'aider la police nationale en créant une brigade de nuit. Je suis un malfaiteur parce que j'ai créé une brigade de nuit. Mais c'est à mourir de rire. Moi, j'attends cette plainte pour voir quelle suite le procureur va lui donner. Je pense qu'elle-même doit se dire, mais ils sont malades. Hein. Ce syndicaliste est malade à la tête, hein, parce que faire une plainte, porter une plainte contre un maire qui essaie de lutter contre les nuisances nocturnes, parce que les gens, le tapage nocturne, nos policiers ont déjà eu à expérimenter la brigade de nuit. Dire que le maire a fait une faute parce qu'il donne les moyens à la police de participer à l'aide, c'est affligeant. C'est affligeant. C'est à se demander si ça relève pas plus de la psychiatrie que de la politique. On a beaucoup d'incendies aussi sur la ville, assez régulièrement, des appartements prennent feu. En général, on met ça un peu sur le compte de SDF ou bien de squatteurs qui seraient sur les lieux. Bon, d'autres ont d'autres théories hein, sur des incendies qui seraient peut-être d'origine criminelle et qui arrangeraient peut-être X ou Y personnes. Comment la ville entend gérer ces problématiques vu que vous avez quand même beaucoup de bâtiments abandonnés? Ben, c'est en cours. On a compté les bâtiments. Il y a environ 150 d'encreuses comme ça à Pointe-à-Pitre abandonnés par leurs propriétaires et qui posent un problème de sécurité. Certains sont squattés. Et donc nous, à force de faire la procédure de l'abandon manifeste où on a mis en demeure les propriétaires là où ils existent, parce que des fois c'est des indivisions où un seul membre de la famille est ici, les autres sont au Japon, en Allemagne ou au Canada. Donc on n'arrive pas toujours à joindre les propriétaires. Malgré tout, la ville utilise un dispositif qui va nous permettre de démolir 9 bâtiments parmi les plus dégradés qui ont été sélectionnés, et nous avons pu obtenir de l'aide de l'État et de l'EPF et de Cap Excellence pour procéder à la démolition de ces bâtiments aux frais de leurs propriétaires, puisque nous allons avancer les fonds, mais des titres de recettes seront émis après contre ces personnes qui vont pouvoir vendre leur terrain et tirer de l'argent, et donc à ce moment-là, on pourra recouvrer ce qu'on aura payé. Donc, en ce moment, 9 bâtiments sont dans le collimateur et nous avons pris des avocats pour obtenir les ordonnances qui manquent dans le dossier où le président du tribunal va nous autoriser à démolir le bien d'autrui malgré lui et à ses frais. C'est une opération complexe qui a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait prouver qu'on a fait les mises en demeure, qu'on a fait l'affichage, on a fait tout ça. Mais les gens, pas de spoliation, les gens ne se sentiront pas spoliés de ce qui reste de leur bâtiment, qui risque de les mettre dans des situations d'endettement, parce que si des voisins font un procès pour dire que c'est la cause de la dégradation de leur bâtiment que leurs maisons à côté ont brûlé, eh bien ça va leur coûter très cher. On est en train de les débarrasser d'un fardeau qui risque d'être très très lourd si jamais on ne fait rien. Donc on met en demeure, on leur demande de faire, et quand il n'y a pas de réponse, quand il n'y a pas de retour, la ville assume ses responsabilités. Un maire n'est pas là pour faire que sucre. Hein. Des fois, il y a des choses qui sont pas plaisantes,
Mais ça vous dérange pas, hein, les mesures impopulaires, ça vous dérange pas? Moi, je veux être droit, je veux rester juste et dans la légalité. Je sais la loi, comment appliquer la loi. La loi est d'une certaine manière flexible. Certains la lisent brute et ne savent pas comment l'utiliser. C'est ce que j'ai étudié au Panthéon Sorbonne. Apprendre à faire avec la loi et à faire la loi. Toujours respecter la loi, mais dans toute son extension, dans toute sa plasticité. C'est ça nous apprendre à faire. Donc, à chaque fois que j'engage Pointe-à-Pitre sur un chemin, je sais que c'est un chemin garanti de légalité. Merci beaucoup, monsieur le maire Aris Durimel, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Moi, je rappellerai un point très important que vous avez souligné, monsieur le maire, c'est qu'il faut plus d'arbres. Hein, il faut plus d'arbres à Pointe-à-Pitre et plus d'arbres fruitiers. Ça, c'est un petit truc. Des puits d'oxygène. Ça me tient à cœur. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi.